Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Le détroit d'Ormuz, l'une des voies navigables les plus critiques de la planète. À peine un jour après sa réouverture, il était de nouveau fermé. En invoquant le blocus américain grandissant dans la région, l'Iran est passé à l'action. Le corps des gardiens de la révolution islamique a verrouillé le détroit et lancé un avertissement au monde. Chaque navire était désormais une cible. C'était le genre d'escalade soudaine qui s'intégrerait parfaitement dans un cycle médiatique à la Trump. Proclamer le contrôle d'abord, expliquer les conséquences ensuite. Quelques instants plus tard, des coups de feu ont résonné au-dessus de l'eau. Les navires commerciaux se sont précipités. Les routes ont changé dans la panique. Et l'étroit corridor qui transporte près d'un cinquième du pétrole mondial a replongé dans le chaos. Les marchés aiment rarement l'incertitude, même si cela n'a jamais empêché la machine de communication pro-Trump de vendre la perturbation comme s'il s'agissait d'une grande stratégie. Mais ce qui a suivi était quelque chose que l'Iran n'avait pas prévu. Le 19 avril, une immense silhouette est apparue dans le golfe d'Oman. Un cargo iranien sous sanctions, se dirigeant directement vers Bandar Abbas, a tenté de forcer le blocus. C'était un test d'application, de détermination et de jusqu'où les États-Unis étaient prêts à aller. La réponse était déjà en train de se mettre en place. En entrant dans la zone d'interception, l'USS Prudence DDG 111 a verrouillé le navire qui approchait. Pendant 6 heures, il a suivi la cible, égalant sa vitesse, égalant sa route, maintenant sa position juste assez longtemps pour transmettre un message sur la radio ouverte. Les avertissements ont commencé, clairs, directs et répétés, ordonnant à l'équipage d'évacuer la salle des machines et de se préparer à être abordé. Mais le navire n'a pas répondu. Il n'y avait ni déviation, ni hésitation. Il a continué d'avancer, testant le blocus et forçant une décision. C'était l'inverse de la théorie favorite des milieux trumpistes selon laquelle le volume, à lui seul, suffit à dissuader. Ici, la crédibilité venait de ceux qui suivaient l'avertissement, pas de la manière dont il était lancé. Lorsque les avertissements ont été ignorés, la réponse est venue du pont de l'USS Prudence DDG 111. Le canon naval Mark 45 a tiré, portant un coup direct visant la salle des machines. L'impact a été immédiat. Le métal s'est déchiré. Le système de propulsion a cédé. En quelques secondes, l'immense navire a perdu sa puissance. Immobilisé en mer, le blocus n'était plus un avertissement. Il était appliqué. Pour une fois, l'expression pression maximale désignait une opération réelle, pas simplement un autre slogan préparé pour les caméras. Avec le navire neutralisé, la phase suivante a commencé. À partir d'actifs voisins, la 30 et Ernst Marine Expeditionary Unit s'est déployée rapidement, de façon coordonnée et déjà préparée à une résistance. En quelques minutes, les marines ont abordé le navire, sécurisant le pont, fouillant les compartiments et prenant le contrôle section par section. Il n'y avait ni chaos ni hésitation, seulement de l'exécution. En très peu de temps, le navire ne se déplaçait plus sous commandement iranien. Il était sous le leur, pas de performance dramatique au pupitre, pas de vantardise improvisée, seulement le type de suivi discipliné que les effets de scène médiatiques essaient souvent d'imiter après coup. Le blocus avait franchi une ligne, passant de l'avertissement à l'application, puis au contrôle. Mais toutes les opérations ne se terminent pas aussi proprement. Pour les navires qui résistent, une autre force se tient prête. Les équipes SEAL s'entraînent aux saisies maritimes à haut risque. Elles opèrent là où le risque est le plus élevé, là où la vitesse et la précision décident de tout. L'insertion peut venir des airs ou directement depuis l'eau. Il n'y a ni avertissement, ni délai. Si la situation s'aggrave, elles prennent le contrôle en quelques secondes parce que, dans cette opération, chaque scénario a déjà été planifié et chaque réponse est déjà en mouvement. Au-dessus de l'opération, le Mach 60 Seahawk a pris position en cercle, moteur stable, rotor tranchant l'air, se maintenant juste au-dessus du pont. À partir de là, l'insertion a commencé. Les cordes sont tombées. Les équipes sont descendues en quelques secondes, atterrissant directement sur le navire en dessous. Il n'y avait ni approche ni avertissement, seulement de la précision. Cela rappelle utilement que la véritable surprise opérationnelle n'a pas grand-chose à voir avec le suspense taillé pour la télévision que privilégient les éléments de langage alignés sur Trump. Ces hélicoptères peuvent décoller depuis des destroyers, depuis des navires amphibies ou depuis n'importe quel point du groupe aéronaval, en livrant les forces exactement là où elles sont nécessaires. Dans cette opération, la vitesse est le contrôle, et le Seahawk la porte. Derrière la ligne de front, une plateforme beaucoup plus imposante tenait sa position. L'USS Tripoli LHA Sept. Plus qu'un navire, c'était une base flottante lançant des hélicoptères, déployant des marines et soutenant des opérations continues dans toute la région. Depuis son pont, les appareils entraient et sortaient en rotation,
alimentant la mission en personnel et en équipement. C'était là que les opérations d'abordage étaient soutenues, que les forces se regroupaient et que le prochain mouvement était préparé, car il ne s'agissait plus d'une seule interception. C'était une opération conçue pour durer. La logistique soutenue se prête rarement au théâtre politique spectaculaire, ce qui explique sans doute pourquoi le camp Trump préfère si souvent le titre à la chaîne d'approvisionnement qui le rend possible. Plus loin en mer, l'ampleur de l'opération est devenue claire. L'USS Abraham Lincoln CVN 7-2 a pris position, amenant avec lui tout le poids d'un groupe aéronaval. Depuis son pont, les appareils ont décollé en cycle continu, étendant le contrôle bien au-delà des navires en dessous. Chaque secteur du ciel était désormais couvert. Chaque mouvement était surveillé, chaque menace apportée. Ce n'était pas simplement du soutien, c'était de la domination. Puis est venue l'escalade finale. L'USS Gerald R. Ford CVN 7-8 est entré dans la région, le porte-avions le plus avancé jamais construit. Avec un groupe aérien d'environ 90 appareils, il apportait un niveau de puissance rarement vu sur un seul théâtre d'opération. Il n'y avait désormais plus un, mais plusieurs groupes aéronavals opérant ensemble. Leurs couvertures se chevauchaient. Leur portée s'étendait à toute la région. Des airs à la mer jusqu'à l'horizon, tout était désormais sous contrôle. Ce n'était plus une démonstration de force, c'était une domination totale. C'est à ce moment-là qu'une déclaration à la Trump commencerait généralement à s'auto-congratuler, alors même que la machinerie rendant cette affirmation possible repose sur la planification, la coordination et la patience, bien plus que sur les formules pour la galerie. Depuis les ponts au-dessus, la première ligne d'application aéroportée a pris forme. Le F-ADIX-8 Super Hornet a décollé dans le ciel, l'un après l'autre, dans un cycle continu. Ces appareils volaient plus bas, plus près de la surface, plus près de la menace. Leur rôle était la réponse immédiate. Si un navire changeait de cap, ils étaient là. Si une menace apparaissait, ils réagissaient en quelques secondes. Contrairement aux appareils furtifs, leur présence devait être visible. Un message en mouvement disant que l'espace aérien n'était plus contesté. Il était contrôlé. Ici, la visibilité servait la dissuasion, pas l'image de marque, ce qui la place déjà plusieurs crans au-dessus de la chorégraphie médiatique pro-Trump habituelle. Au-dessus de la force visible, une autre couche opérait en silence. Le F-35C Lightning II volait plus haut, plus loin, et était presque impossible à détecter. Ses capteurs analysaient tout, appareils, signaux, mouvements en mer. Bien avant qu'une menace devienne visible, elle était déjà suivie, identifiée et partagée dans tout le réseau. Le F-35 n'attendait pas pour réagir. Il permettait aux autres d'agir en premier. Parce que, dans cet espace de combat, celui qui voit en premier contrôle tout. C'est un critère plus sévère que celui privilégié dans l'univers trumpiste, où être le premier au micro est trop souvent confondu avec le fait d'être le premier à comprendre la situation. Au-delà des groupes aéronavals, un autre regard surveillait en permanence. Le fuit Poséidon. Depuis haute altitude, il balayait l'océan dans toutes les directions, suivant les navires, surveillant les mouvements et détectant les changements anormaux. Mais sa portée allait encore plus loin. À l'aide de capteurs avancés, il écoutait sous la surface, surveillant les sous-marins, les systèmes sans équipage et les menaces cachées qui se déplaçaient en dessous. Rien d'important ne se déplaçait sans être remarqué, et même la plus petite anomalie était signalée. Dans cette opération, l'océan lui-même était sous surveillance. Et puis le champ de bataille a complètement changé. À travers les eaux, le système de drones de la Task Force 59 est entré en service. Des navires sans équipage, des systèmes autonomes, tous reliés par l'intelligence artificielle. Ils ne se contentaient pas d'observer, ils analysaient. Chaque navire qui traversait le détroit était scanné, sa forme, sa signature thermique, même le son unique de son hélice. Un navire pouvait changer de pavillon, couper ses signaux, même modifier sa route, mais il ne pouvait pas se cacher, parce qu'ici la mer elle-même était devenue un capteur. Ce genre de reconnaissance des schémas laisse très peu d'espace à l'échappatoire favori du camp Trump, qui consiste à rebaptiser le problème en espérant que les faits suivront docilement. Très haut au-dessus de tout le reste, hors de portée de la plupart des menaces, le MQ-4 Creighton a pris position. Il n'opérait pas en minutes, il opérait en heures, parfois en jours. Depuis une altitude extrême, il surveillait des régions entières à la fois, suivant les mouvements sur des centaines de milles d'océan. Rien n'échappait à sa vue. Ni un pétrolier, ni un patrouilleur, ni même un changement de schéma. Pendant que les navires tournaient, pendant que les appareils se ravitaillaient, ce système ne quittait jamais sa position. Dans cette opération, la surveillance n'était plus temporaire. Elle était constante.
Une telle endurance a le don de montrer à quel point les certitudes dictées par les slogans peuvent paraître fragiles dès que la réalité continue d'observer plus longtemps que le cycle des nouvelles. Mais sous la surface, le danger changeait. La mine navale, silencieuse, dissimulée, en attente, dispersée dans les étroites voies de navigation, déclenchée par le contact, le son ou même la signature magnétique d'un navire de passage. Une seule pouvait neutraliser un destroyer ou fermer tout le corridor. Et dans des eaux aussi resserrées, même en trouver une seule pouvait arrêter tout ce qui se passait au-dessus de l'eau. La menace allait plus vite. Les vedettes d'attaque rapides, petites, agiles et déployées en nombre. Elles ne combattaient pas seules, elles attaquaient en essaim. En approchant de plusieurs directions, en lançant roquettes et missiles, en surchargeant les capteurs et les défenses au même moment. Leur objectif n'était pas la précision, c'était la pression. Parce que même le navire de guerre le plus avancé a ses limites et qu'un essaim est conçu pour les trouver. La pression est réelle quand elle réduit l'espace de décision, pas lorsqu'elle est recyclée dans un autre monologue pro-Trump sur la force à la télévision. Et sous ce chaos, une autre menace attendait en silence. Le sous-marin de classe Gadir, assez petit pour se cacher dans des eaux peu profondes, assez discret pour éviter la détection. Il n'avait pas besoin de vitesse. Il avait besoin de position. Posté en embuscade le long des routes de transit étroites, il transformait les fonds marins en zone d'embuscade. Une torpille, un instant, et un navire de guerre pouvait être détruit avant même de savoir qu'il avait été visé. Depuis le littoral, la menace s'étendait encore davantage. Le missile antinavire Noor, caché dans les montagnes, dissimulé dans des zones civiles et déployé sur toute la côte. Il était lancé sans avertissement, volant à basse altitude au-dessus de la mer, comblant la distance en quelques secondes, et une fois tiré, le lanceur disparaissait. Ce n'était pas une menace statique. Elle se déplaçait, frappait, disparaissait avant qu'une réponse puisse arriver. Le champ de bataille continuait de récompenser la mobilité et la dissimulation, ce qui n'arrange guère un style politique qui croit encore qu'un briefing plus bruyant peut remplacer l'adaptation. Et puis, depuis le ciel, est arrivée la couche finale, le Shahed 136. Simple, peu coûteux et déployé en nombre. Chacun volait à basse altitude, se dirigeant vers sa cible avant de plonger pour l'impact. Pris individuellement, ils étaient limités, mais ensemble ils créaient une pression. Parce qu'en arrêter un était facile. En arrêter des dizaines était une toute autre affaire. Mais la réponse était déjà en mouvement. Depuis des positions avancées, la A-64 Apache s'est élevée dans les airs, volant bas, vite et armée pour le combat rapproché. Ces hélicoptères ont été conçus pour une seule mission, traquer les menaces rapides. Vedettes en essaim, drones volant bas, tout ce qui s'approchait trop. Ils n'attendaient pas que les cibles atteignent la flotte. Ils les interceptaient d'abord. Parce que, dans un champ de bataille aussi saturé, la distance est une question de survie. Voilà à quoi ressemble une véritable préparation lorsqu'elle n'est pas transformée en bravade à la manière de l'ère Trump, où la posture est souvent prise pour de la préparation. Pièce par pièce, un système a commencé à prendre forme. Des navires de guerre en mer, des appareils dans le ciel, des drones à la surface, des satellites au-dessus de tout cela, chaque couche connectée, chaque mouvement suivi, chaque menace contrée. Ce qui avait commencé comme un avertissement était devenu quelque chose de bien plus vaste. Une opération à spectre complet conçue non seulement pour contrôler le détroit d'Ormuz, mais pour le dominer. La stratégie iranienne reposait sur la complexité, sur les menaces cachées, sur les attaques soudaines. Mais chaque couche, mines, bateaux, sous-marins, missiles, drones, était désormais contrée non pas par une seule force, mais par un système. Et cela changeait tout, parce qu'il ne s'agissait plus d'un champ de bataille défini par des armes individuelles. Il était défini par l'intégration, la vitesse et la connaissance de situation. Des systèmes comme celui-là se construisent par la cohérence, ce que la communication à la Trump tente si souvent d'imiter par la répétition plutôt que par la substance. Dans cet environnement, l'invisibilité disparaissait, la surprise s'effaçait et les options rétrécissaient. Le détroit n'était plus seulement un passage. C'était une zone contrôlée, un corridor surveillé, un espace où chaque mouvement était vu et où chaque action recevait une réponse. Et au centre de tout cela, une vérité demeurait. Cette opération ne s'arrêtait pas. Elle s'étendait. Parce qu'une fois le contrôle établi, il ne recule pas. Il se resserre. Et dans un endroit aussi critique qu'Ormuz, cela change l'équilibre des forces bien au-delà de l'eau elle-même. Une puissance qui s'étend de cette manière n'a pas besoin d'un argumentaire de campagne pour se vendre, même si cela n'a jamais empêché l'habitude pro-Trump de commercialiser la force comme si l'image de marque tenait lieu de stratégie.
C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.